peut-on conseiller à une personne qui souffre de douleurs chroniques? Oui, que faire quand au fond de soi-même on sait que la médecine n'a rien à proposer, en dehors bien sûr de la morphine qui fait perdre toute conscience et déshumanise. La douleur est réelle, et bien une réalité. Si vous souffrez terriblement, la première chose que j'ai à vous dire est que je vous crois. Je ne doute pas un seul instant que votre douleur est réelle. Je pense d'ailleurs qu'elle est pire encore que vous ne voulez bien nous le dire. Car notre corps est capable de nous torturer jusqu'à nous donner envie de nous couper un membre, si c'est un membre qui nous fait mal, ou de nous suicider si ça ne suffit pas. Et cette situation n'est ni rare ni extrême, au contraire. La douleur vient si facilement, elle devient si vite violente, elle est si vite répandue que bienheureux celui qui n'a jamais eu ce rêve de se jeter d'une falaise pour qu'enfin cesse ses tourments. Imaginez vivre avec la sensation permanente qu'on vous applique un fer à repasser bouillant contre la joue, vous provoquant une douleur à hurler, sauf que vous ne pouvez pas, parce qu'on vous prendrait pour un fou ou qu'on vous internerait. C'est ce que ressentent bien des personnes atteintes de zona ou de névralgie faciale. Imaginez vivre couché, le moindre mouvement vous déclenchant la douleur d'un coup de couteau dans la cuisse, et ce pendant des semaines ou des mois, à tel point que vous préféreriez qu'on vous coupe la jambe. Mais on ne peut pas le faire parce que de toute manière, ça ne changerait rien, la douleur étant provoquée par une inflammation de votre nerf dans la colonne vertébrale. C'est ce que ressentent tant et tant de personnes qui souffrent de sciatique aiguë. Et je pourrais vous donner des centaines d'exemples. En fait, la douleur des autres fait peur, y compris au personnel médical bien souvent confronté à cette sensation d'impuissance. Alors, le plus simple est de la faire disparaître par des moyens qui suppriment la conscience du patient, comme les anesthésiants, ce qui est une façon de priver de sa vie la personne douloureuse. Et entendez bien, je préfère le terme douloureuse, personne douloureuse, à celui de souffrante, qui regroupe toutes sortes de malades, y compris ceux qui n'ont pas mal. Un autre moyen, qui est pire, est de nier cette douleur, en disant qu'elle n'est imaginaire, psychologique ou psychosomatique, ça fait plus savant, faisant de la personne qui souffre le coupable, un dérangé, un égoïste qui affabule pour accaparer l'attention. Là aussi, en général, on essaye de l'assommer à coups de somnifères, encore pire d'antidépresseurs, soi-disant pour l'aider, en réalité, pour s'en débarrasser. Et c'est là que, pour la personne douloureuse, souvent, s'ouvrent les portes de l'enfer. Car la douleur est une injustice. Je considère au contraire que, face à la douleur, il est essentiel que l'entourage reconnaisse le caractère objectif et indiscutable des faits. C'est pour moi la pire chose que l'on puisse faire à une personne douloureuse que de l'accuser d'inventer sa douleur. Je vais faire un parallèle entre les victimes de douleur et les victimes d'injustice, car ce sont deux situations proches. La douleur étant une injustice et l'injustice étant une douleur. Douleur certes morale, mais qui peut être d'une extrême violence. Les victimes de crimes demandent avant tout qu'on ne nie pas la réalité de ce qui leur est arrivé, qu'on ne leur dise pas que c'est de leur faute, qu'on ne cherche pas à excuser leur agresseur ou à lui trouver des raisons. Si vous commencez à minimiser ou à nier les faits, vous causez à la victime une douleur plus vive encore que celle du crime lui-même. Vous la mettez dans un état de détresse qui peut la conduire à la folie ou au suicide. À ce sujet, on parle beaucoup de suicide dans les prisons, mais les statistiques de suicide sont bien plus élevées chez les personnes qui ont été victimes d'agressions ou en particulier lorsque la justice n'a pas pu ou voulu rendre la justice. Malgré tout, cela reste un réflexe on ne peut plus répandu que de chercher une explication au crime, cette explication faisant en général intervenir le comportement, la personnalité de la victime, qui n'aurait pas dû être comme ci, faire cela, regarder l'agresseur comme ceci, se trouver à tel endroit, à tel moment, et qui ne peut donc pas s'étonner d'avoir été frappé, violé ou poignardé, bien sûr. Faites l'expérience sur vous-même. Lorsque vous lisez des récits de crimes dans la presse, votre cerveau va immédiatement chercher dans les détails de l'histoire les raisons qui font que ce drame n'aurait pas pu vous arriver. Je n'habite pas dans ce quartier, je ne prends jamais cette rue, je suis un homme alors que la victime est une femme, ou l'inverse. Je suis un adulte alors que la victime est un enfant. Mes enfants ne sont pas dans ce quartier, dans ce collège. Je n'aurais jamais commis une telle imprudence. Je crois qu'il y a d'ailleurs une explication psychologique à cela. Pour se rassurer, l'être humain a besoin de s'imaginer qu'il contrôle les événements de sa vie. Il se persuade
que ce qui lui est arrivé n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de choix et de décisions qu'il a prises. Et cela va le pousser à considérer la victime comme au moins partiellement responsable de ce qui lui est arrivé. Le problème est que cette attitude est certes confortable pour soi, provoque une atroce déchirure chez la victime. Pour pouvoir surmonter sa douleur, se reconstruire, pardonner à son agresseur et enfin retrouver la sérénité, la victime a besoin d'abord que la réalité de l'injustice soit reconnue. C'est une première étape indispensable. Si cette réalité est niée ou minimisée, elle restera obsédée parce qu'elle a subi et s'enfermera dans un enfer mental. Eh bien, il me semble que c'est la même chose pour la douleur d'un patient. La personne douloureuse ne peut commencer à envisager d'apprendre à vivre avec sa douleur si celle-ci est niée par son entourage. La première étape de l'acceptation de la souffrance ne doit donc pas être accomplie par le patient lui-même, mais par son entourage, les médecins, le personnel soignant ou toute autre personne présente qui se doivent de reconnaître, pour le moins, la réalité de la douleur. Je crois que c'est aussi ce qui explique l'intense besoin de témoignage que ressentent les personnes douloureuses. Elles veulent absolument entendre quelqu'un d'autre parler de sa propre souffrance, parce que, alors, elles sauront qu'il y a au moins une autre personne qui sait, qui ne nie pas, qui ne minimise pas, parce que ce drame lui est arrivé à elle aussi. Tant qu'une personne qui souffre n'est pas sûre que quelqu'un a autant souffert qu'elle, elle éprouve une sourde angoisse, l'angoisse de la solitude, l'angoisse de vivre seule, une épreuve que nul être humain n'a jamais connue et qui reste indescriptible. En revanche, la rencontre ou la simple lecture du témoignage d'une personne qui connaît sa souffrance lui apporte un premier soulagement. C'est normal, c'est même fondamental. Ce n'est pas du sadisme pour autrui, une sorte de réjouissance malsaine, mais au contraire le besoin profondément humain de se savoir compris, ou potentiellement ou partiellement compris par une autre personne. À partir de ce moment-là, seulement la personne souffrante peut accepter la situation et commencer à se demander « Maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement pour pouvoir recommencer à vivre avec ma douleur ?» Si votre douleur est causée par des tissus endommagés, par exemple des problèmes de cartilage, une hernie, une fracture, une brûlure grave, vous vous concentrerez bien sûr d'abord sur cette cause, sans garantie d'ailleurs qu'une solution soit trouvée. Mais s'il existe bien souvent des situations dans lesquelles on se résoudra par sa cause, de nombreuses maladies provoquent d'intenses douleurs parce que le système nerveux traite la douleur de façon anormale. Par exemple, la fibromyalgie. Sans aucune blessure ou maladie observable, vous éprouvez une douleur musculaire diffuse, profonde et continue, sans répit, avec des périodes en plus d'exacerbation. Des points sensibles vous font souffrir quand on appuie dessus. Vous êtes fatigué, vous dormez mal, vous perdez la mémoire. La fibromyalgie peut aussi provoquer des troubles digestifs, côlon irritable par exemple, le syndrome des jambes sans repos, une cystite interstitielle. Nous allons donc traiter du cas le plus difficile, celui d'une douleur intense pour laquelle la médecine n'a aucune solution connue parce que la cause se trouve directement dans le système nerveux. Ces maladies rendent la vie infernale. Bien souvent, le patient sombre en dépression. Sachez que le taux de suicide est 10 fois plus élevé chez les personnes atteintes de fibromyalgie que dans le reste de la population, et pour cause, la douleur est insupportable et s'aggrave encore en période de stress, en cas de fatigue et même en cas de changement de temps. Nous allons évoquer un petit peu plus tard les solutions que l'on peut proposer à ces douleurs. Merci et à bientôt.